C'est bon, l'enregistrement est lancé. Ah, voilà. Et donc, je laisse la parole à Marie Potécher, directrice du musée alsacien et administratrice de la FEMS, qui va modérer ce jeudi de la FEMS. Marie, c'est à toi. Merci François. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver exceptionnellement un après-midi pour ce jeudi de la FEMS consacré à la conservation à domicile. Nous avons appelé des collections en partage, la conservation à domicile. Effectivement, on parle quelquefois de conservation, enfin d'exposition. Là, nous allons aborder un sujet peut-être un petit peu moins connu, hein, en tout cas un peu moins expérimenté, qui est la question des collections chez des particuliers. Alors, quelles collections, comment? Nous allons en parler avec nos trois invités que je remercie. Alors, je vais les prendre par ordre d'apparition, en tout cas sur mon écran. Anne. D'accord, c'était juste pour... Ah, j'entends un écho. Je ne sais pas si tout le monde a... Ouais, vas-y, Marie. C'est à couper son micro. Ou s'il y a un problème de son, hein, dans ce cas-là, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, effectivement, par ordre d'apparition sur mon écran, donc Anne Carr, vous êtes responsable des collections au musée communal des Beaux-Arts à Dixelles, à Bruxelles. Christian Denis, vous êtes conservateur émérite du musée de la civilisation du Québec. Vous avez été conservateur de 1988 à 2011 et vous êtes aujourd'hui président du Centre d'archives régional de Portneuf. Et enfin, Anne-Laure Chambaz, donc tu es directrice de l'écomusée de Fresnes Grand Orly Val-Seine, également membre de la FEMS. Donc un grand merci à tous les trois. Pour le déroulé de ce jeudi de la FEMS, je vous propose de l'organiser en 3 temps, d'à peu près chaque fois une petite demi-heure, 25 minutes, pour respecter le temps imparti. Donc tout d'abord, nous allons laisser nos invités nous présenter rapidement leur projet. Cela permettra des échanges plus fluides. Donc d'abord une première série de questions sous forme de table ronde, donc que je vous poserai, donc ce qui sera le deuxième temps, avant de vous laisser, vous auditeurs, la possibilité de poursuivre plus largement les échanges en posant vos questions. Et donc, sans plus attendre, puisque je voulais procéder par ordre chronologique des projets, je vous laisse la parole, Christian, pour nous présenter donc le projet que vous avez mené de 96 à 2011 au Musée de la civilisation du Québec et qui s'intitule Patrimoine à domicile. Voilà, François, si tu peux lancer le diaporama. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, ça va. Alors, Bien. je peux commencer. D'abord, je tiens à remercier la FEM de m'avoir invité à cette rencontre. Écoutez, moi, je suis maintenant à la retraite du Musée de la civilisation, comme vient de le dire Marie. En fait, j'ai été là de 1988 à 2018 et le projet, lui, a eu lieu de 1996 à 2011. Alors, moi, j'étais responsable de l'ensemble c'est-à-dire une bonne partie des collections, de la collection de société du Musée de la civilisation qui avait été créée en 1988. Alors, c'était un des grands musées d'État du Québec. Et nous, à ce moment-là, on héritait d'une collection d'ethnologie qui était un peu moribonde, qui était un peu laissée de côté depuis plusieurs années pour la création de ce nouveau musée de société. Et évidemment, par l'ajout de nouvelles thématiques, par la création de ce type de musée de société où on voulait aborder des problématiques plus contemporaines, cette collection-là était quelque peu obsolète, rurale, traditionnelle. Alors, on a eu ce besoin de lancer un appel au grand public pour collaborer avec nous. Alors, il y a eu une grande cueillette au niveau de la culture matérielle et c'est là que le public a été mis à contribution. Et très rapidement, on a été débordés, mais vraiment débordés d'appels. Les gens très bien ont collaboré à ce tout nouveau musée qui était très prometteur. Et là, la direction générale a mis comme un haut là en disant, bon, et maintenant, il va falloir gérer justement l'affluence de ces objets
projet et comment on peut prendre en charge l'ensemble des propositions qui nous sont faites. Et c'est là qu'il nous est venu à l'idée de dire, bon, la collection nationale, c'est pas uniquement ce que nous allons posséder ou ce que nous avons comme prémisse de départ, mais c'est aussi ce que les gens possèdent, ce qui est dans l'ensemble des régions du Québec, puisque c'est un musée à portée nationale. Alors, il nous est venu le projet Patrimoine à domicile. Initialement, nous l'avions fait avec les services éducatifs, mais très rapidement, c'est le service des collections qui a pris la responsabilité de ce programme de départ pour gérer l'ensemble des demandes et assister le public finalement dans un rôle, disons, d'éducation par rapport à son patrimoine, c'est-à-dire dire, comme je l'ai mentionné au départ, ce patrimoine-là, c'est une responsabilité collective, ce n'est pas juste la responsabilité des musées. Alors, c'est de là qu'est parti le programme en 1996. Alors, ce que vous voyez à l'écran, bon, c'est un bulletin du patrimoine à domicile parce que très rapidement, on a initié des activités dans l'ensemble des régions du Québec. Alors, on a utilisé différents supports, dont justement ce bulletin qui était un trimestriel, alors qui sortait on avait 3 bulletins là, qui sortaient par année pour soutenir l'ensemble, pour annoncer des activités. Alors, il y a un ensemble de moyens qui ont été mis en place et très rapidement, le projet a pris, de 1996, a pris beaucoup d'envergure. Chacune des régions voulait nous recevoir parce qu'on était 3 conservateurs du musée qui se déplaçaient dans l'ensemble des régions. On travaillait avec les collaborateurs culturels là, dans les régions pour mettre en place des activités où les gens apportaient des objets patrimoniaux pour les faire identifier, les faire documenter, avoir des conseils de conservation. Et en 2000 est arrivé un projet télévisuel qui s'appelait Trouvailles et Trésors, qui est en fait, je dirais, un héritier de Antique Roadshow qu'on voit, Antique Roadshow britannique et américain, mais dans la version québécoise. Nous, on s'est dit, la valeur, c'est une chose, mais on veut surtout parler de patrimoine, d'histoire, de récits et laisser place aux spectateurs, c'est-à-dire aux gens qui apportent des objets, de pouvoir nous raconter, nous parler de leur patrimoine. Alors, on a tourné 106 émissions. C'était diffusé sur le canal Historia. Ça a été une émission extrêmement populaire. On dit que dans la production francophone québécoise d'Historia, c'était l'émission la plus regardée. Alors, pour une émission de patrimoine, pour nous, on s'en orgueillait quelque peu. Alors, ça nous a donné une audience aussi assez extraordinaire auprès de l'ensemble du public. Puis finalement, les différents moyens qui ont été mis en œuvre. Par la suite, il y a eu une trousse éducative qui s'adressait au milieu scolaire. Il y a eu aussi une série d'activités qui ont eu lieu dans les RPA, les résidences personnes âgées. Alors, il y a eu une publication qui a été faite que j'ai. Alors, c'est une publication qui permettait justement d'aborder toute la question d'identifier, documenter et préserver. Alors, on présentait une fiche. On assistait le grand public, dans le fond, dans la prise en charge de leur patrimoine. Alors, globalement, ça a été ça, ce projet de 1996 à 2011. Pour nous, ça a été un grand succès. Pour l'institution aussi, ça a été un grand succès, un positionnement dans l'ensemble des régions du Québec, puisqu'on était une nouvelle institution d'État. On avait besoin aussi de cette reconnaissance de l'ensemble des régions dans le soutien de notre mission. Et ce modeste programme a vraiment contribué à la reconnaissance à la fois de l'institution, mais globalement à ce patrimoine collectif. Ici, il y a une image justement qui est présentée lors des tournages de l'émission Trouvailles et Trésors. On me voit là quelques années plus tôt là, avec le public. Il y avait énormément de public. Alors, les gens apportaient des objets et on sélectionnait des objets pour le tournage de l'émission. Excuse. Alors, c'est ça. Ça a été une émission qui a été fort populaire, mais tout le programme du patrimoine de domicile, parce que en parallèle de nos tournages télévisuels, on a toujours continué à maintenir le rythme de nos activités dans l'ensemble des régions et on tournait aussi dans l'ensemble des régions. Tout ça s'est fait avec la fondation du Musée de la Civilisation, qui était notre premier soutien financier.
Et par la suite, bon, les régions nous supportaient aussi financièrement, l'institution nationale. On travaillait avec les institutions en région aussi. Alors, je pense qu'il y a eu un maillage, une collaboration avec l'ensemble du réseau muséologique pour faire en sorte que ce programme-là ait des retombées pour tout le monde, à la fois pour l'Institution nationale et l'ensemble des régions. Écoutez, je vous fais une grande rétrospective. Moi, ça fait, je suis parti du musée en 2018, le programme a arrêté en 2011. Alors, ben, pour moi, c'est de revenir sur ce projet-là. Mais moi, ça a été 15 ans de ma carrière sur les 30 ans. Et je peux vous dire, ça a été un projet extraordinaire que je reprendrai là, demain matin. Et je continue à vivre les fruits de de cette grande expérience. Aujourd'hui, je fais énormément d'évaluations, soit pour les évaluations marchandes, pour les musées, les collectionneurs. Et les gens ont encore en tête énormément je dirais, l'émission télévisuelle, mais tout ce programme, souvent, ça a été un premier contact, une première initiation. Et là, j'ai pu constater les différentes générations à l'intérieur des familles qui se sont, je dirais, qui se sont frottées à ce projet-là au fil des ans, qui a quand même duré 15 ans à travers le temps. Alors, je pense que c'est une durée remarquable pour ce type de projet-là. Alors voilà, je pense qu'on pourra répondre aux questions ultérieurement, mais ça a été un projet formidable avec le grand public pour l'Institution nationale. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Effectivement, on va pouvoir y revenir dans quelques instants. Et puis, ben, comme souvent en muséologie, hein, les projets qui nous viennent du Québec sont souvent assez enthousiasmants. Et c'est sans doute, alors directement ou indirectement, peut-être les expériences québécoises qui ont pu inspirer voilà, des projets de conservation à domicile similaires, même s'ils ne sont pas exactement les mêmes, comme par exemple le projet de collection écomuséale qui a été développé il y a déjà quelques années, mais qui se poursuit à l'écomusée de Fresnes. Donc Anne-Laure, je te passe la parole. Et François, si tu peux lancer le deuxième PowerPoint. Merci Marie, merci beaucoup Christian pour votre présentation qui est très inspirante. Effectivement, donc merci pour l'invitation et de me laisser la possibilité de présenter ce projet donc de collection écomuséale qui nous tient beaucoup à cœur à l'écomusée de Fresnes Grand Orly-Seine-Bièvre. C'est un projet en fait que nous menons depuis une bonne dizaine d'années. Et effectivement, c'est une inspiration directe du travail et du partenariat que nous avons avec l'écomusée du Fier-Monde à Montréal. Donc, nous sommes, je vais juste rapidement présenter cet écomusée. L'écomusée du Fier-Monde se situe dans le quartier centre-sud de Montréal. C'est un écomusée associatif dont les fondements se trouvent dans la valorisation, la transmission et le partage d'une mémoire ouvrière à la base. Voilà. C'est un écomusée en milieu urbain. Nous avons des tailles à peu près similaires. Nous sommes deux petites équipes et on a ce projet commun de chercher, tant que faire se peut, à partager le patrimoine et la désignation patrimoniale avec nos habitants côté français, les communautés côté québécois. Voilà. Donc cette collection écomuséale, effectivement, c'est d'abord un concept qui a été initié par René Binette, donc muséologue, ancien directeur de l'écomusée du Fier-Monde. Et donc René, c'est à peu près en 2011, donc au moment où finalement Patrimoine à domicile cessait, la collection écomuséale a été vraiment conceptualisée par René Binette. Et donc l'écomusée du Fier-Monde s'est lancé dans cette grande aventure de désignation du patrimoine par les habitants. Mais eux, la démarche est une désignation collective, une désignation de patrimoine matériel qui peut passer par du patrimoine bâti, par exemple, donc patrimoine industriel, mais également du patrimoine culturel immatériel, tel que des événements qui ont pu marquer la vie du quartier ou des personnages. À Fresnes, la démarche a été
prise et mise un peu à notre sauce. Mon prédécesseur Alexandre Delarge, dès 2015, a commencé à tracer vraiment ce qui allait être notre politique de collection écomuséale. Et donc, à Fresnes, nous avons une démarche qui est différente puisqu'elle est basée sur la désignation patrimoniale, toujours évidemment par les habitants et les habitantes, mais d'objets. Et donc, c'est une désignation individuelle et non collective. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait la grande différence, vraiment la grande différence pour nous vis-à-vis de la démarche québécoise. Donc, on a instituer une forme de mode d'emploi de cette collection écomuséale. Donc, cette collection écomuséale qui vraiment rebat les codes muséoclassiques. Il n'y a plus de paradigme conservateur. On est vraiment dans le partage. On attend des habitants qui nous désignent des objets et ensuite, ces objets, donc cette désignation individuelle, vont constituer une collection qui ne va pas être, et c'est bien l'essentiel, conservée par l'écomusée de Fresnes, mais par les habitants chez eux. Voilà. Donc, merci François. Donc, c'est donc cette démarche, donc une désignation individuelle d'objets. Donc, ce sont des objets du quotidien. Ces objets du quotidien qui, comme ça, n'ont peut-être pas de valeur, enfin, n'ont même pas du tout de valeur mobilière pour certains, mais par contre, ont vraiment une histoire à raconter. Et en fait, c'est tous les récits qu'on a construits aussi autour de ces objets qui est extrêmement intéressante et qu'on valorise. Alors, on a quand même fait les choses bien. Donc, il y a une convention de patrimonialisation avec ses habitants et ses habitantes que nous avons appelés à l'époque habitants conservateurs RIS ou désignateurs, désignatrices, voilà. Donc, ces habitants s'engagent à conserver ce bien, cet objet chez eux, à le conserver donc dans des bonnes conditions et à le transmettre. Et là, on pourra en parler aussi, il y a la question de la transmission, puisque Christian l'a évoqué, la transmission entre les générations, c'est aussi quelque chose, évidemment, auquel on a pensé et auquel on a dû être malheureusement confronté récemment. Et de notre côté, Écomusée, notre engagement, c'est bien donc de documenter ces objets, de transmettre leur histoire, leur récit et d'en garder une trace mémorielle qui, pour l'instant, est matérialisée sur le site internet de l'Écomusée. Et donc, on a choisi au moment de créer notre site internet d'avoir vraiment ces deux, de traiter, comment dire, à la même hauteur, à la même échelle de valeur, notre collection muséale, puisque nous avons l'appellation Musée de France, et notre collection écomuséale. Voilà. On pourra reparler peut-être de la sémantique, collection écomuséale, ça peut prêter à confusion également, mais en tout cas, pour nous, Écomusée de Fresnes et Écomusée du Fier-Monde, la collection écomuséale, c'est bien celle qui est désignée par les habitants. Donc, pour la question de la valorisation et pour reparler un petit peu du partenariat avec le Fier-Monde, ça, c'est un projet et c'est ce qui a fait qu'on est passé un peu du concept à l'action vraiment. C'est cette exposition qui a eu lieu donc en 2018, Objets privés, histoire partagée. Et c'est le moment où les objets sont sortis des domiciles et ont été présentés au grand public. Voilà. Et donc, c'était extrêmement intéressant et j'ai choisi de présenter l'intro qui était une présentation de la collection écomuséale de l'Écomusée du Fier-Monde et qui a permis de poser un peu les bases et d'expliquer aux visiteurs et aux visiteuses toute cette démarche qui était quand même, je tiens à le dire, même pour moi, quand je suis arrivée en 2017 à l'Écomusée de Fresnes, un ovni patrimonial. C'est, voilà. Peut-être... Voilà, donc Christian l'a évoqué, on est dans la même démarche de la responsabilité, vous avez dit collective, nous partagée clairement avec les habitants. Voilà, j'avais juste envie de faire un clin d'œil à Monsieur Bossard et sa petite voiturette. Donc, il la sort de son garage et ensuite, elle est présentée à l'Écomusée. Et ensuite, elle retourne évidemment dans le garage de Monsieur Bossard. Mais voilà, c'est très bien, on sait qu'elle est là. Nous, on a pu la présenter. Et juste pour la construction du récit,
on avait au départ une petite voiture. Cette petite voiture s'est retrouvée par hasard collectée avec un tonneau et une plaque de rue. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, ça venait du même endroit, que M. Bossard avait grandi dans l'impasse qui elle-même avait été détruite et donc quelqu'un avait récupéré le tonneau du bar. Enfin voilà. Et c'est comme ça qu'on a construit l'exposition et qu'on a réussi à vraiment créer des ponts et à faire de ces petites histoires individuelles une vraie histoire collective de la construction de la banlieue. Là, je voulais juste vous présenter la manière dont on a travaillé, et y compris dans la manière dont notre collection écomuséale est présentée sur notre logiciel Flora, donc Flora Musée. Donc, on a notre collection muséale qui est en EcoF1 et en EcoF2, c'est la collection écomuséale. Donc, elle est documentée vraiment au même titre qu'une collection muséale. Et donc, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais nous menons des entretiens individuels avec toutes les personnes désignateurs, désignatrices. Et une des conditions d'entrée dans la collection écomuséale de l'objet, c'est bien évidemment la manière dont la personne va pouvoir nous en parler avec un usage direct, avec une transmission directe de l'usage de cet objet, de sa valeur, y compris affective. Et c'est ce qui crée sa dimension patrimoniale. Voilà, donc là, c'était le pavé des fournières de Anne. Voilà. Je ne sais pas si j'ai trop parlé. Je peux reparler du pavé ou c'est trop long? 30 secondes. Bah, c'était juste pour vous donner un exemple d'objet. Il y a eu, voilà, c'était une ancienne élue qui nous a désigné ce pavé, pardon, qui avait été ramassé par elle à la suite de la destruction d'une cité de transit, donc qui a été détruite à Fresnes et qui racontait justement aussi une partie de l'histoire de l'immigration fresnoise. Donc ce pavé raconte énormément de choses. Voilà. Et je pense que c'est fini. Et effectivement, on parlera de la phase 2, puisque nous sommes en expérimentation permanente, on s'interroge toujours et on essaye de se renouveler. Voilà, merci. Merci beaucoup, Anne-Laure. Alors, par rapport à ces deux premières expériences, celle de le Musée de la civilisation du Québec et celle de l'écomusée de Fresnes, l'expérience conduite au Musée communal des beaux-arts d'Ixelles est, vous allez le voir, assez différente. Tout d'abord parce que voilà, il s'agit cette fois d'un musée d'art et non pas d'un musée de société, mais également parce que la démarche n'est pas la même, puisqu'il ne s'agit pas d'objets qui appartiennent à des particuliers qui acquièrent une dimension patrimoniale. Ce sont des objets patrimoniaux, enfin, des œuvres patrimoniales qui partent en résidence, on va dire, auprès de particuliers. Anne, je vous laisse présenter votre projet, donc le musée comme chez soi. Exactement, donc voilà, je travaille donc au musée d'Ixelles qui se situe vraiment à Bruxelles. C'est un peu compliqué Bruxelles parce que c'est un ensemble de 19 communes, un peu comme des arrondissements à Paris. Mais donc ce musée existe depuis 1892. Il y a un PowerPoint normalement que vous allez voir. Et je vais être assez rapide. Donc voilà, c'est un musée avec 14 000 œuvres, donc quand même 6 000 gravures, qui existe depuis 1892, pardon, j'ai parlé en français de Belgique, qui a une très belle collection d'art 19e, 20e, surtout centrée sur l'art belge, mais avec des heureuses exceptions. Vous voyez en bas une peinture de Berthe Morisot, des Magritte, Spuliart, que vous connaissez peut-être, une très belle collection d'affiches aussi, près de 1000 affiches Belle Époque et des années 20, dont toute la collection des affiches de Toulouse-Lautrec. On peut passer au slide suivant. Donc, au fait, ce musée, il est fermé depuis 2018 pour rénovation. Et on s'est demandé, on avait envie de faire quelque chose avec nos voisins, parce qu'on s'était rendu compte que les voisins du musée ne connaissaient pas toujours le musée, ne renseignaient pas toujours le musée, et qu'en plus, on allait un peu leur nuire, dans le sens où les travaux allaient faire du bruit, allaient les réveiller le matin, et on voulait faire leur connaissance. Et on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce quartier? Et on s'est dit, ben, on va travailler avec d'autres gens qui avaient comme responsabilité d'animer culturellement ce qu'on appelle les contrats de quartier. Et on a divisé au fait toute la zone autour du musée en quartiers bien précis. Et on a décidé de faire 2 éditions de quelque chose qui allait s'appeler Musée comme chez soi.
Et donc, le but était que les habitants s'approprient des œuvres du musée et qu'ils accueillent donc ces œuvres 2 week-ends par an, le samedi pour eux et entre eux, et le dimanche ouvert à tout le monde. Et donc, les éditions ont duré de 2018 à 2023 avec une association qui s'appelle Patrimoine à Roulettes, et c'est une opération qui a permis de gagner un prix européen d'Art Explora en 2021. Alors, on peut regarder l'image suivante. Voilà, ça c'est un peu en chiffres. Il y a un ouvrage qui est paru, mais malheureusement, il n'est pas dans le commerce, où on a fait un peu un ouvrage commémoratif, si on peut dire. Donc, il y a eu 10 éditions. Là-dedans, il y a eu le Covid avec des éditions spéciales sans visiteurs. On a eu plus de 200 hôtes, donc ça a été des familles, des particuliers, des familles monoparentales, des grandes familles, des couples, des célibataires, un peu de toutes sortes, qui ont donc accueilli des œuvres, 10 éditions, environ par dimanche 300 personnes qui arrivaient dans chaque lieu, et 91 œuvres donc montrées et choisies dans notre collection. On peut regarder l'image suivante. Donc, le principe, c'est que pour la première édition, on a vraiment recruté, on a défini le quartier, et les animateurs, dont certains du musée aussi, allaient vraiment faire du porte-à-porte, sonner en disant « Est-ce que ça vous intéresserait d'accueillir une œuvre du musée d'Ixelles ?» On avait déjà un petit catalogue, un petit dépliant, sur lequel on avait sélectionné 40 œuvres de notre collection. Et on essayait de montrer toute la typologie de notre collection. Ça pouvait être une vidéo contemporaine, comme une sculpture du 19e siècle, comme une affiche, comme une peinture du 19e, une peinture de 1960, etc. Et on est allé les proposer à 10 lieux qui devaient juste être dans ce quartier précis. Et on leur a demandé si ça les intéressait. Et quand ça les intéressait, on les invitait à une première réunion. Et puis, il y a une deuxième réunion où là, ils choisissaient les œuvres, ils pouvaient les voir en vrai. Et puis ensuite, on pouvait donc leur expliquer comment allait se passer la journée, mais aussi comment il fallait accueillir l'œuvre. Et pendant ce temps-là, il y avait tout un travail préparatoire de la part du musée, donc leur expliquer ce que c'est la conservation d'une œuvre, organiser les transports. Les gens du musée, dont moi, on allait chez eux pour voir où ils voulaient accueillir l'œuvre, s'il n'y avait pas un chauffage qui fonctionnait, si l'œuvre ne prenait pas trop la lumière. On leur donnait des consignes, hein, on ne pouvait pas faire des frites ou de la cuisine juste à côté de l'œuvre. Et voilà, énormément de précautions pour les initier à la conservation. Et donc, c'est notre équipe qui amenait l'œuvre le samedi chez eux, qui la reprenait le soir. L'œuvre ne restait pas chez eux la nuit, et on la ramenait le dimanche tout au long de la journée. Voilà, et bon, les assurances nous ont suivis, mais je parlerai de ça un petit peu plus tard. Je crois que là, il y a encore une image dans mon PowerPoint qu'on peut voir. Oui, voilà. Donc, ce qui est la particularité aussi de ce musée comme chez soi, c'est que ce n'est pas le musée qui expliquait l'œuvre. Nous, on leur donnait toutes les indications qu'ils voulaient au sujet de l'œuvre. Mais par contre, c'est les accueillants qui s'appropriaient vraiment l'œuvre. Et ils pouvaient en faire la médiation de la façon dont ils voulaient. Ils avaient toute liberté, évidemment pas en touchant l'œuvre, mais toute liberté. Donc là, j'expliquerai un petit peu plus loin dans le séminaire ce qui a donné lieu, mais c'était extrêmement riche, et ça a vraiment été une leçon pour nous, je dirais les historiens de l'art du musée, de voir comment une œuvre pouvait être ressentie, perçue et diffusée autour d'eux. Voilà. C'était vraiment quelque chose de très, très enrichissant pour l'équipe du musée aussi. Ça a permis aussi aux voisins de se rencontrer entre eux. Voilà, ça c'était un petit dépliant. On avait fait quelques règles tout de même quand vous avez l'œuvre à la maison. Elle était mise sur un chevalet, mais donc voilà, il ne fallait pas la toucher, il ne fallait pas qu'il y ait des animaux dans la pièce, il ne fallait pas qu'elle soit dans la lumière, il ne fallait pas cuisiner, voilà. Et ils ont pris vraiment ça très, très à cœur. Les habitants avaient ça très à cœur. Et pendant le week-end, il y avait toujours quelqu'un du musée ou de l'équipe de Patrimoine à Roulettes, des bénévoles en dehors de la maison et dans la maison pour surveiller donc les gens qui arrivaient. Alors, je propose maintenant peut-être d'essayer de passer le petit film. J'espère que le son sera bon et l'image aussi. Sinon, moi-même, je peux partager alors la vidéo de mon ordi si jamais l'image n'est pas bonne. Donc, c'est un petit film réalisé pour la 3e édition de Musée comme chez soi. Il y avait une édition en hiver, une édition en été. Et voilà.
Vous allez mieux comprendre en voyant la vidéo. Voilà, je lance le film. D'accord. Alors, ici on est où? Au musée d'Ixelles. Et qu'est-ce que vous faites ici en fait? Je racole. Vous racolez? Oui, Ok. je racole Ça vaut combien? très cher. Ok. Parce que ce que j'ai dans mon impair, c'est quasi inestimable. Waouh. Et vous faites quoi avec ça en fait? Vous racolez quoi exactement? Des gens, en fait des habitants du quartier, auxquels j'essaye de prêter une œuvre d'art du musée d'Ixelles. Alors ce soir, nous sommes au musée d'Ixelles pour un jour très important. Nos 10 hôtes du mois de juin vont arriver et venir choisir leur tableaux, leur œuvre d'art, leur sculpture, même leur vidéo d'art contemporain s'ils le désirent, avec lequel ils vont passer le week-end où ils vont accueillir les gens chez eux pour le plus grand bonheur des curieux, de leur famille, de leurs amis. Donc imaginez 40 œuvres du musée sorties des collections permanentes du musée d'Ixelles à leur disposition afin de pouvoir passer un week-end hors norme. Le musée à la maison, ce qui est une idée géniale parce que ça donne une dynamique incroyable. En fait, ce qui me plaît, c'est de transformer mon salon en mini-musée. Et puis, ça fait un peu Airbnb, mais du musée, quoi. Oui. C'est celui-là? Oui. Ah, génial. Finalement, c'était celui qu'on a voulu. C'est vrai que c'est vraiment comme un jour d'un événement. Ouais. Toute la préparation et puis après, bah... Et moi, c'est certainement récemment, je représente Cher Michel quand il est malade. Voilà, comme ça, ça Et en moi, quand j'ai vu les différents tableaux qui étaient devant moi, c'est le seul qui m'a parlé par rapport à peut-être mon histoire ou mes idées, mes revendications. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai senti, oui, plus un intérêt et une connexion avec le tableau qu'avec un autre. Je trouve qu'à moi, ça m'a donné des émotions, mais je trouve que c'est vraiment naturel d'avoir des émotions devant un tableau. Même pas d'avoir des émotions, c'est naturel. En plus, tu as cette phrase en Sicile, bon, en Italie, que quand quelqu'un rentre, tu dis assis-toi et tu manges, tu vois. Dis-le en italien. C'est ok, non, mais tu dis siediti e mangia, qui ça veut dire assis-toi et mange, et c'est plutôt dimanche quand ça s'arrive, tu vois, donc c'était vraiment un truc idéal, mais il y a aussi des dimanches qui c'était catastrophe, hein, donc c'est pour ça qu'il s'est caché. Frau früh aufsteht, Freundin ist Frau, das Garten geht, Rotröslein, rot wie Bräutigam, davon will ich immer wachern, und ganz so allein, so schön.
Mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui encore est vivant, il fait encore des pièces d'art. Je suis toujours vivant. Ah oui, c'est ça. Vous êtes vivant là? Oui, oui, très bien. Aïe, 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 aïe. Voilà, donc un petit film qui résume une édition d'été. Voilà, et donc j'expliquerai un peu mieux alors selon les questions suivantes. Voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup, Anne. Donc, effectivement, on voit bien que déjà sortir une œuvre de l'institution muséale lors de projets hors les murs classiques, si je puis dire, ça n'est pas évident, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un musée d'art. Alors, faire accueillir chez des particuliers des tableaux, des sculptures du musée d'Ixelles, vous avez dû vous heurter ou rencontrer en tout cas certaines difficultés, peut-être certains de vos collègues, que ce soit à l'interne au musée d'Ixelles ou auprès d'autres musées, d'autres institutions proches, ont émis des réticences ou à l'inverse peut-être des appréhensions de la part des particuliers qui, voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ces difficultés Oui, et la donc manière évidemment dont vous les avez levées? voilà, donc évidemment, la première résistance à lever, c'est au sein du musée, comme vous dites très bien. Donc, parfois, il y a une petite résistance du régisseur qui avait un peu peur. Moi, je suis responsable des collections, donc j'ai assez vite adhéré au projet. Par contre, on s'est quand même un petit peu contrôlé dans le choix des œuvres qu'on allait proposer aux habitants. On a tout de suite, au fait, contacté les assurances, parce que l'assurance était un gros point, évidemment, de ce projet, notre assureur. Et l'assureur a dit « Ok, je couvre », mais on a décidé ensemble qu'on ne proposerait pas des œuvres qui avaient une valeur au-dessus de 100 000 €. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de Magritte qui ont été proposées. On a quand même proposé, par exemple, des dessins de certains peintres qui avaient des œuvres à 100 000 €, mais les dessins valaient moins cher. Donc, on a quand même essayé de faire des noms connus au niveau de l'histoire de l'art belge. Mais donc, ça, c'était la première limite, les 100 000 €. La deuxième, évidemment, chose importante, c'était de ne pas avoir des œuvres trop fragiles au niveau de la conservation, hein, puisque vous avez vu, elles étaient emballées en anti-vec, en carton, en bulle, mais transportées par notre équipe, heureusement dans un périmètre assez réduit, évidemment pas dans des conditions optimales chez les habitants, mais quand même avec une vérification. Elles n'ont jamais été dans une cave, elles n'ont pas été dans un grenier surchauffé. Donc voilà, on regardait au niveau de la fragilité des œuvres. Et donc ça, c'était déjà les obstacles qui se sont levés. Troisième chose, c'était, comme je vous ai dit, de rendre conscients les gens qui allaient accueillir l'œuvre de la fragilité d'une œuvre. Pourquoi est-ce qu'on la conserve? Pourquoi est-ce qu'on prend toutes ces précautions? Parce qu'un conservateur est bien là pour essayer de conserver ses œuvres encore et pas seulement pour les 10 prochaines années. Donc, on leur distribuait un petit dépliant, on les engageait à signer une sorte de contrat en respectant les normes. Et ils l'ont tous fait, même ceux qui avaient des chiens ou des chats, voilà. Là où on a rencontré parfois plus de difficultés, certains étaient stressés que les gens envahissent leur intérieur. Donc, on délimitait quand même l'endroit où ils allaient venir voir l'œuvre. On régulait aussi le flot de visiteurs parce qu'à un moment, dans une petite pièce, il y a quelqu'un qui avait un studio de 20 mètres carrés ou une toute petite pièce. On ne pouvait pas faire entrer 30 personnes en même temps. Donc, nos bénévoles, nous qui étions à l'intérieur, on régulait le flot des visiteurs pour que l'œuvre ne soit pas en danger et pour que la personne qui accueille l'œuvre soit tranquillisée. On faisait évidemment des constats à l'aller, au retour. On conservait donc l'œuvre pendant la nuit chez nous, ce qui rassurait les habitants.
au niveau du vol. Et il y a toujours eu quelqu'un devant la porte aussi, si jamais il y avait des gens suspects. Et l'adresse n'était diffusée que le dimanche même. Donc, le samedi, c'était entre voisins. Ils se voyaient, ils pouvaient accueillir des gens pour un apéro, des choses comme ça. Et le dimanche, tout visiteur recevait un dépliant avec les adresses, les prénoms des gens, mais ce n'était pas diffusé avant. Voilà, pour éviter, j'irais entre guillemets, des vols organisés. On n'a eu aucun problème. Une fois quelqu'un que j'ai instable mentalement est entré, on a réussi à le faire sortir d'une habitation, mais on n'a jamais eu rien d'autre. Donc voilà, après, c'était en effet peut-être par rapport aux autres musées, c'était un défi. Je pense que le tout était de bien choisir l'œuvre. Et de bien expliquer. Dans la vidéo, je vois quand même quelqu'un qui met sa main assez près du tableau, ce qui n'était pas… Normalement, on était à l'intérieur pour dire non, 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 non. Il n'y a jamais aucune œuvre qui est tombée, il n'y a jamais aucune œuvre qui a été cognée. Nos équipes, nos collègues, mes collègues ont été courageux parce que parfois, il fallait monter au 4e étage dans la cage d'escalier, ce n'était pas évident. On a pris aussi des tableaux qui n'étaient pas d'un format évidemment trop grand. Pour les manipulations, mais enfin bon, on a quand même eu des grandeurs qui étaient plus d'1 mètre, 1m20, 1m50, voilà. Donc, avec des typologies très très différentes, comme vous avez vu, des sculptures, des dessins, des vidéos. Donc, chaque fois un problème, mais enfin un problème, une réflexion en tout cas pour comment va-t-on l'emballer, comment va-t-on le transporter, etc. Mais notre équipe était vraiment super au point et ça s'est fait avec un matériel qu'on avait, une camionnette qu'on avait au musée, etc. Et donc, on a heureusement eu aucun problème. On a eu aucun problème sur les 10 éditions. Donc, ça, je pense que c'est un bon exemple pour les autres musées pour tenter l'aventure, quoi. Merci, merci, oui, et puis effectivement, voilà, on voit l'engouement des habitants, du public, et ça me fait penser effectivement à ce que vous évoquiez rapidement, Christian, lorsque vous avez engagé l'opération Patrimoine à domicile, en fait, cet engouement de la part des habitants. Alors évidemment, on était quelques années après l'ouverture du Musée de la civilisation du Québec. Voilà, comment est-ce que vous avez réussi à y répondre et finalement, comment est-ce que finalement ce travail de lien, de partenariat avec les institutions sur le territoire, puisque là vous œuvriez vraiment à l'échelle de tout le Québec, a permis de répondre à cet engouement sans peut-être devoir renoncer à certains souhaits qui pouvaient émaner du territoire? Oui, ben c'est ça. Dès le départ, pour nous, c'était important d'avoir une collaboration avec les principaux intervenants sur le territoire, que ce soit les musées régionaux ou d'autres partenaires associés les MRC, les municipalités régionales de comté. Il y avait des intervenants culturels. Parce qu'évidemment, comme c'était une institution qui a pris énormément de place à son ouverture, le Musée de la civilisation s'est quand même imposé assez rapidement dans le paysage muséologique. On ne voulait pas donner l'impression du gros musée qui arrive en région, puis qui s'impose, puis qui prend toute la place. Alors, c'était important pour nous de faire une entrée toujours discrète, en support, travailler avec les conservateurs régionaux, et les intervenants. Alors, pardon. Alors, c'est comme ça qu'on arrivait sur le territoire. Puis, les activités, on les annonçait, étaient toujours, c'est-à-dire produits avec les différents organismes ou les plateformes régionales. Donc, tout ça, cette collaboration-là se faisait tout en douceur là, avec l'ensemble des partenaires et des régions. Et les habitants, il y avait, comme je le disais tout à l'heure, évidemment, l'institution, à travers ça aussi, cherchait à se positionner régionalement, puisque c'est un musée national, donc qui doit représenter, qui doit être à l'écoute aussi de l'ensemble des régions. Alors, je pense de ce point de vue-là, le programme s'est bien adapté et ajusté aux réalités à la fois régionales, muséales. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question là, comme telle. Là. Alors, c'est ça, c'était d'éviter d'être le grand musée national qui arrive avec ses gros sabots dans la région. Pour s'imposer. L'idée de départ, c'était de dire aux gens, la prémisse de départ, c'est de dire
collection nationale, c'est ce qu'on possède collectivement, c'est ce qu'on... Et souvent, les musées voulaient nous offrir des objets, puis il y avait une certaine fierté nationale. Pas de développer, c'est-à-dire d'accumuler davantage dans les collections, au contraire, parce que le moment où on l'acquérit, parce qu'on avait de plus en plus un problème d'espace aussi dans les collections, et alors ça te fait comprendre au public qu'on ne peut pas tout conserver et que le public est aussi partenaire de cette collection nationale. De ce point de vue-là, je pense qu'on aurait, si j'avais un souhait aujourd'hui que j'aurais aimé faire par rapport à l'évolution du projet, c'est la création d'un registre volontaire national de ces biens-là, parce que, comme l'évoquait tout à l'heure la deuxième intervenante, là, alors c'est intéressant de créer un registre volontaire où les gens peuvent déposer leurs objets et de contribuer, c'est ça, à mieux faire connaître ce patrimoine-là. Pendant 15 ans, évidemment, ça aurait pu donner un registre drôlement intéressant. On ne l'a pas fait parce qu'on était... il y avait toutes les questions aussi de la discrétion par rapport à ce que les gens possédaient. Mais aujourd'hui, je pense qu'on serait capable de le faire, ce registre-là, en respect des règles, etc. Merci. Merci Christian. Et effectivement, Anne-Laure, lors de la préparation de nos échanges, effectivement, toi aussi, tu disais, ben voilà, il y a des choses qu'on a faites, on les modifie. Et effectivement, tu as terminé ta présentation en parlant de ce deuxième temps de la collection écomuséale. Donc, dans quelle mesure, finalement, un premier bilan a permis de réajuster, d'adapter cette démarche et comment vous l'engagez maintenant aujourd'hui? Effectivement, la collection écomuséale, la première collecte a été faite en 2016, environ 2016-2017, donc sur la base de ce que j'ai évoqué, à savoir la collecte d'objets. Et ces objets, autant nous, côté écomusée, on avait fait le job de documenter, conserver une trace, valoriser avec l'exposition et une publication que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, autant... Je dois avouer qu'on avait laissé un peu ces objets dans la nature, en fait, vivre leur vie chez les habitants, et on s'était jamais vraiment posé la question de ce qu'ils étaient devenus. Enfin, en tout cas, je me la posais, mais j'avais jamais mis en œuvre le fait d'aller voir et de reprendre contact avec les habitants, même si le lien n'avait jamais été rompu pour certains, parce que, en l'occurrence, ce sont aussi des usagers de l'écomusée, ce sont des gens qui sont dans notre environnement, dans notre écosystème, mais on n'avait jamais vraiment fait ce travail d'étude de que sont devenus ces objets. Et donc, j'ai saisi la chance et l'occasion d'avoir un stagiaire de l'école du Louvre qui s'appelle Corentin Marchand, qui était vraiment, qui est venu me voir en me disant, voilà, moi j'ai entendu parler de la collection écomuséale, je suis super intéressée par le projet, est-ce que je peux travailler avec vous sur ce que sont devenus ces objets? Génial. Ça s'appelle un alignement des planètes. Donc, Corentin a fait ce travail rétrospectif et donc est allé voir, a repris contact avec les désignateurs et les désignatrices. Et donc, on a pu faire, alors c'est pas exhaustif parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont jamais répondu. Enfin voilà, c'est aussi la participation, c'est toujours des surprises. Mais en tout cas, faire ce constat de ce que sont devenus ces objets. Et le résultat est plutôt positif, dans le sens où on a retrouvé la trace d'à peu près tous, enfin c'est pas tous, mais en tout cas on a retrouvé la trace d'un certain nombre. Il y a aussi des objets, et ça nous a beaucoup interrogés et intrigués, qui vivent une vie complètement différente de ce qu'on avait imaginé pour eux. Le fameux tonneau qu'on a vu sur la photo tout à l'heure est dans un champ. Voilà, donc là, la conservation, clairement, ça n'y est pas, mais en même temps, là, un objet, c'est fait pour vivre, et donc on trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir retracer la vie de cet objet. Certains objets sont très bien présentés dans des vitrines, dans des salons, d'autres sont dans des boîtes, dans des caves, enfin voilà, mais en tout cas, a priori, tous les désignateurs et désignatrices ont pu identifier leur objet, mais ce qui nous a un peu intrigués et ce qui m'a éloigné de la désignation individuelle, c'est le fait que certains d'entre eux n'avaient juste
pas du tout pris conscience ou avaient un peu oublié quand même cet engagement qu'ils avaient pris. Certains oui, mais certains non. La question de la transmission, justement, donc voilà, il y en a une qui est en EHPAD, il y a une dame qui est décédée. Qu'est-ce qu'on fait des objets une fois que les désignateurs, désignatrices ne sont plus là? J'ai pas forcément la réponse à vous apporter aujourd'hui. Voilà. Et enfin, ce qui m'a éloigné de la désignation individuelle, c'est également ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, à savoir cet achoppement, en tout cas ce lien beaucoup trop ténu qu'il y a entre la collection muséale, Musée de France, et la collection écomuséale. Parce que nous sommes un écomusée, donc notre collection muséale est faite d'objets du quotidien. Et notre collection écomuséale aussi. Voilà. Donc, alors certes, la collection muséale, voilà, c'est inscrit à l'inventaire, c'est nous qui avons désigné ces éléments comme étant patrimoniaux, enfin voilà. Mais la distinction était un petit peu difficile à se faire, enfin, voilà, de manière très très claire. Et donc, la vie du musée étant ce qu'elle est, notre programmation étant ce qu'elle est, à savoir une ouverture quand même de plus en plus forte vers le PCI, on s'est dit que là, la deuxième collecte s'orienterait plutôt vers une désignation collective et vers une désignation d'éléments relevant soit du patrimoine bâti, donc ça peut être encore matériel, il n'y a pas de problème, et puis ça peut être certains objets, pourquoi pas, soit du patrimoine culturel immatériel. Et donc, nous avons mis en place une nouvelle manière de faire avec Angèle Dumont, je vois elle est en ligne, qui a mis en place pour l'écomusée de Fresnes des ateliers dits de désignation. Et donc là, nous sommes dans une phase pour l'instant où on va aller chercher du public. Donc, on va nous créer l'événement pour pouvoir aller à la rencontre des habitants et des habitantes. Ce sont en l'occurrence là pour l'instant le conseil municipal des enfants, certaines classes, un atelier a été fait à la bibliothèque de Fresnes, un autre aura bientôt lieu dans les murs de l'écomusée, où on invite vraiment les participants, les participantes à réfléchir d'abord, et il y a beaucoup de pédagogie derrière ça, à ce qu'est le patrimoine, tout simplement. On en discute en fait de manière hyper simple. Ensuite d'aller comme ça dans la discussion, une discussion un peu en forme d'entonnoir, vers une désignation d'un élément. On discutera ensuite, bien évidemment, tous ensemble, en assemblée, puisque donc nous allons avoir une grande assemblée de désignation fin janvier ou début février, je ne sais plus, à l'écomusée, voilà, pour inscrire de nouveaux éléments dans la collection écomuséale. Donc, effectivement, on a pris un virage et on se colle un peu plus, en fait, à ce qui se fait au Fier-Monde. Voilà. Et sachant qu'avec le Fier-Monde, on continue les échanges très, très réguliers. Donc, c'est assez stimulant, en fait, d'avoir ces échanges-là, parce que cette démarche de collection écomuséale est quand même un peu inédite, même si je pense qu'il y a beaucoup d'écomusées qui font déjà des choses qui y ressemblent, honnêtement, mais on peut parfois se sentir un peu seul. Et donc, c'est toujours bien de trouver des partenaires et des gens avec qui en discuter. Et je sais que, j'en ai déjà parlé aussi avec Fabrice Denise, j'en ai parlé avec certains collègues du Creusot aussi, qui étaient très intéressés par la démarche. Donc, voilà, donc je suis assez contente de voir que ça peut éventuellement intéresser et permettre, en tout cas, peut-être une dimension participative un peu plus ancrée sur nos territoires. Au-delà, pardon, en tout cas, ce qui nous concerne, nous, à l'écomusée, c'est vraiment dans notre ADN la participation, mais elle était très appliquée à la conception des expositions. Et si elle peut aller vraiment sur le partage de la désignation patrimoniale, ça serait formidable. Voilà. Voilà un petit peu le bilan, donc mitigé, mais c'est une expérimentation. Donc, comme toutes les expérimentations, voilà. Ça s'analyse. Merci Anne-Laure. Effectivement, enfin mitigé, je te trouve un peu dur. Enfin, je pense qu'effectivement, oui, tu dis, peut-être. voilà, le produit On est évolue, toujours un peu dur le avec projet soi-même. évolue, ça ne veut pas dire. Voilà. Je vois que le temps file. Alors, j'avais prévu encore 2 questions. Donc, je vais vous inviter à être peut-être un peu plus concis
dans vos réponses et puis parce que j'aimerais quand même pouvoir vous les poser avant de passer la parole aux auditeurs. La première question, on l'a vu en fait dans vos 3 expériences. Ce qui est intéressant avec ces projets de conservation et de domicile, c'est qu'elle permet l'émergence de nouveaux récits, que ce soit des récits qui émergent des habitants directement, puisque l'objet voilà, vient avec une histoire. On le voit bien, voilà bien au Québec, on le voit bien également à Fresnes, mais que ce soit aussi l'objet ou l'œuvre, là en l'occurrence, qui, du fait de son déplacement, acquiert un beau récit aussi, qui est un récit qui se construit de l'extérieur, si je puis dire, hein, des personnes qui reçoivent, qui accueillent l'œuvre chez eux. Voilà, on voyait dans la vidéo, Anne, des personnes qui chantaient devant les tableaux. Voilà, je ne sais pas si c'était les hôtes Oui, oui. de ce tableau ou Oui, si c'était des oui, oui, personnes tout. extérieures. Ouais. Voilà, donc comment est-ce que vous avez des témoins, enfin voilà, des souvenirs ou des expériences particulièrement marquantes dans ce domaine, la manière dont effectivement ces expériences de conservation à domicile ont pu permettre l'émergence de nouveaux récits? Alors, Oui, Anne tout oui, d'abord, et puis oui. Christian, et s'il vous plaît, très rapidement, parce que j'aimerais quand même qu'on puisse laisser encore ce temps d'échange par la suite. Merci. D'accord. Donc, j'avais un PowerPoint, je ne sais pas si on peut le voir. C'est quelques photos. Donc, en effet, c'était très riche parce que les habitants ont eux-mêmes choisi la médiation. Ils étaient aidés par l'association qui a fait ce projet avec nous, qui s'appelle donc Patrimoine à roulettes. Alors, voilà. Vous avez ici une dame qui avait pris un tableau impressionniste d'une femme mettant un chapeau. Elle a créé tout un atelier de création de chapeaux, avec des chapeaux que les gens pouvaient enfiler quand ils arrivaient chez elle. On peut voir la dia suivante. Ça, c'était très intéressant. C'est un couple qui a choisi de mettre dans une maison tout en étage un portrait d'un jeune garçon au pull bleu. Et au fait, la seconde image, vous voyez qu'ils ont fait tirer, ils avaient l'idée de montrer qu'au fait, le pull était défait. Et donc, il y a un énorme fil bleu qui passait à travers les 3 étages jusqu'en bas, qu'on pouvait suivre comme on suit le fil un peu d'Ariane vers le tableau. L'image suivante, alors ça c'était Zoubida, je pense, qui avait accueilli une œuvre orientaliste, qui est la Cour des Lions à l'Alhambra de Grenade, et elle-même est d'origine marocaine et donc est conteuse. Et donc, elle avait transformé ça avec des tissus, etc. Et elle contait un peu des contes qu'elle avait inventés elle-même. Et je pense que sur l'image suivante, ça, c'était une jeu de colocation qui avait transformé un tableau pointilliste en un gigantesque puzzle. Voilà, alors je vois quelqu'un qui me demande quel est l'objet de l'association Patrimoine à roulettes. Donc, c'est vraiment une association qui fait de la médiation muséale, mais artistique en Belgique comme en France. Et donc, l'image suivante. Alors, là, à gauche, c'était très intéressant. C'est un tableau abstrait des années 50 avec pas mal de petits points. Et au fait, ces petits points ont inspiré l'autre qui était musicienne, qui a refait, au fait, une carte perforée qu'elle faisait jouer sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez une sorte de petite roulette qui fait de la musique, hein, un orgue de barbarie. Et elle a composé une musique avec ses trous. Et elle jouait aussi du violoncelle à côté du tableau. Et à droite, de nouveau, une colocation de jeunes adultes. Ils avaient pris un tableau qui représentait une ville et ils avaient décidé que cette ville était trop ville, trop citadine et qu'il fallait rajouter des plantes. Donc, ils ont pris toutes les plantes qu'ils avaient dans leur maison, ils ont entouré le tableau de plantes. Donc, voilà, et ça, c'est un peu bon. Il y en a eu plein d'autres. Mais donc, le principe était vraiment de laisser… Ah ouais, ici, donc, une œuvre moderne à gauche d'une artiste islandaise, mais qui est dans nos collections parce qu'elle vit à Bruxelles. Et ici, le public était invité à reproduire des formes, à coller des formes sur la fenêtre à côté de l'œuvre. Mais ce qui était vraiment important, c'est vraiment laisser les gens inspirer. Ça pouvait être une médiation, je dirais, sensorielle, ça pouvait être une médiation plus intellectuelle, ça pouvait être un conte, de la musique, un poème, un souvenir, des dias à côté, des dias d'un voyage en Égypte dans les années 70 à côté d'un tableau orientaliste de 1870. Voilà, des choses extrêmement variées. Et l'idée était vraiment d'écouter les gens face à l'œuvre et pas de leur, évidemment, donner des leçons.
Et ça a été extrêmement riche pour nous de voir ce qu'ils faisaient de ces tableaux, la manière de redécouvrir aussi ces tableaux, vraiment de les regarder, puisqu'ils avaient pendant 2 jours ce tableau-là, et parfois ils voyaient des détails que moi j'avais jamais vus sur des tableaux. Merci. Christian, vous avez, voilà, vous souhaitez une expérience que vous souhaitez partager? Oui, nous, peut-être la façon dont on pouvait constater comment les gens dans le fond, s'appropriaient leurs choses et comment ça se traduisait au fil du temps. C'est sûr que à travers les émissions, les activités, quand on se présentait dans une région, que le public apportait ses objets dits patrimoniaux, on a constaté une évolution drôlement intéressante par rapport à l'appropriation par eux-mêmes, et aussi la documentation qu'ils pouvaient apporter autour de ces objets-là. En fait, il y avait un phénomène de valorisation et d'appropriation qu'on a constaté au fur et à mesure que se déroulait le programme à travers le temps. Il y a même des gens qui sont arrivés avec des inventaires complets de leur patrimoine familial. Et ça, pour nous, c'était drôlement intéressant et valorisant. On rencontrait cet objectif, c'est-à-dire de sensibiliser la population, d'en faire des partenaires à la protection du patrimoine national. Donc, en fait, une appropriation de son propre patrimoine et une valorisation, puis à la limite une médiation, parce qu'on en construisait un récit aussi autour de cet objet-là, l'objet qu'on nous apportait. Donc, il y avait dans tout l'aspect de l'éducation au patrimoine, je pense que ça, l'objectif avec Patrimoine à domicile était bien rencontré, bien ciblé, et c'est ce qu'on souhaitait. On ne souhaitait pas s'approprier, mais que les gens s'approprient leur propre récit, leur propre patrimoine, et qu'ils le valorisent, soit à l'intérieur de la famille, à l'intérieur de la communauté. Alors, je pense que ça, pour nous, en termes d'expérience, ça a été fort apprécié. Merci. Et pour terminer, en fait, effectivement, quelque sorte en guise de conclusion, d'ouverture après pour en discuter, moi, ce qui m'a vraiment paru remarquable, là encore cet après-midi, mais également déjà lorsqu'on a préparé nos échanges, c'est que finalement, en plus d'un nouveau récit qui se construit sur les objets ou les œuvres, il y a aussi de nouveaux liens qui se tissent, que ce soit un lien en fait, entre les habitants et l'institution, le musée, l'écomusée, que ce soit les habitants et le territoire, et même les habitants entre eux, en fait, par cette approche de la conservation à domicile. Du coup, vraiment, l'objet ou l'œuvre, en fait, n'est plus une fin en soi, même si, n'est plus seulement une fin en soi, mais elle est également un médium qui crée du lien. Je ne sais pas si Anne-Laure, tu veux peut-être réagir à ça? Très, très rapidement, parce que je trouve que tu as dit l'essentiel. En fait, effectivement, l'objet, dans ces cas-là, devient un prétexte pour créer du lien, faire communauté. Et l'écomusée, en ce qui nous concerne, à mon sens, peut prendre une dimension de facilitateur, finalement, de création de nouveaux récits, pourquoi pas, entre les habitants. Le dialogue habitant-institution, je l'ai dit, donc ça peut paraître négatif dans ma bouche, mais reste quand même quelque chose qui n'est pas, je ne veux pas être négative, mais qui reste complexe. Voilà. La participation ne se décrète pas, et même avec toute notre bonne volonté, on a quand même encore parfois des désillusions qui peuvent survenir quand on crée des projets avec les habitants. Et en tout cas, ce que j'espère, c'est que ce type de projet va permettre de créer, en tout cas, je l'ai déjà évoqué peut-être, une émulation autour de la question patrimoniale qui, à mon sens, peut prendre le relais de beaucoup de questions sociétales actuelles. Mais voilà, c'est ma petite conclusion. Merci. Merci. Je ne sais pas, juste avant de transmettre en fait la parole ensuite aux auditeurs, est-ce que Anne ou Christian, par rapport à cette dernière question, vous souhaitez ajouter quelque chose?
Non, je pensais à quelque chose et je viens de l'oublier, mais non, je voulais dire aussi qu'en effet, tisser du lien, c'était très important, nous, de tisser du lien avec les habitants, mais les habitants de tisser du lien entre eux et entre différents voisinages, au fait, puisque c'est vraiment tout le quartier autour du musée qui a été touché parce que les anciens participants allaient visiter les prochaines éditions et donc rencontraient d'autres voisins. Et il y a vraiment des gens qui sont restés amis. Et ça, c'était super intéressant de tisser du lien, que eux soient nos ambassadeurs, même des gens qui disaient « Ah, moi, j'aime pas le musée, mais ça, je veux bien y participer ». Et entre eux, ça, c'était très, très gai. Et pour l'anecdote, lors de la première édition, on n'avait pas prévu ça. Et donc, le samedi, les gens sont restés entre eux. Et le dimanche, comme il y avait énormément de visiteurs, ils ont dit « Ah, mais moi, j'ai pas pu voir ce qu'a fait le voisin, etc. » Et donc, on a instauré ça, que le samedi était aussi le moment où on faisait le tour tous ensemble, nous, les gens du musée, et les voisins entre eux pour venir se voir. Et on finissait aussi chaque week-end par un grand repas qu'on offrait à tous les participants. Et ça, c'était très, très chouette à voir aussi. Merci. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et puis voilà, donc s'il y a des questions, c'est le moment. Il vous reste une vingtaine de minutes. Vous pouvez lever la main. Oui, Mathilde, du Parc naturel régional du Ballon des Vosges. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'est génial. C'est vraiment topissime ce que vous avez présenté. Merci, hein, merci beaucoup. Moi, je me suis posé, je me suis noté deux petites questions. Une question par rapport aux élus locaux. Est-ce que vous avez pu les mobiliser dans les affaires? Et une autre question par rapport à la DRAC. Quel a été le regard des conseillers musées ou de la DRAC par rapport aux expériences, notamment pour Anne-Laure Chambas, surtout, je pense. Voilà, je regarde si j'ai une troisième question. Non, pour le moment, oui, et je me suis dit quand même pour pour Anne Carré, ça faisait quand même pas mal de manutention, de mobilisation d'équipe. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment, c'est vraiment génial, hein. Tout ce que vous nous avez présenté là, ça donne hyper envie d'en faire partout, quoi. Donc, merci beaucoup pour les expériences. Ouais, voilà les trois petites questions. Merci Mathilde. Alors, je résume. Donc, les réactions des élus. Question spéciale pour Anne-Laure, la question de la DRAC et des conseillers musées, puisque Christian et Anne ne sont pas concernés. Et puis, effectivement, la charge de travail pour Anne, notamment au niveau de la manutention, de la régie. Je prends la parole. Merci pour votre enthousiasme, ça fait chaud au cœur. Alors, je vais répondre brièvement donc, sur les élus. Écoutez, en tout cas, moi j'ai la chance d'avoir des élus qui nous suivent assez facilement sur ce genre de démarche, très facilement même. Cela étant, je ne vous cache pas qu'il faut quand même une certaine forme de force de conviction pour pouvoir expliquer en fait ce qu'on fait. C'est vrai que on avait, comme je l'ai dit, moi-même quand j'ai pris mes fonctions de direction, j'ai mis du temps à comprendre. Donc, je comprends d'autant mieux que ça soit complexe pour des personnes qui ne sont pas du métier. Voilà. Là, on a la chance, je pense que le partenariat avec l'Écomusée du Tiers-Monde m'aide beaucoup, en fait, à convaincre les élus de l'importance de cette démarche. On a aussi bénéficié par 2 fois de l'accord France-Canada. Donc, c'est tout bête, hein, mais déposer un dossier d'accord France-Canada, c'est une obligation de fait de transmettre l'information aux élus, d'expliquer la démarche, d'être dans la pédagogie vis-à-vis d'eux. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé également. Et aujourd'hui, ils sont vraiment partie prenante. Et dans l'assemblée, la fameuse assemblée qui se réunira fin janvier, début février, les élus seront présents, ils sont invités. Voilà. Donc, ils sont vraiment partie prenante du projet. Sur la DRAC, je vais peut-être sortir mon joker, dans le sens où j'ai pas réellement Enfin, j'ai évidemment des relations avec ma conseillère musée et avec le service musée de la DRAC,
d'autant que je siège en commission d'acquisition. Mais sur cette collection écomuséale, ce projet-là en particulier, on n'a pas eu d'échange particulier là-dessus. On est, c'est vrai, encore sur des relations très muséales. Donc, on a parlé récolement parce qu'on est en 2025, tout ça, d'ailleurs, on l'a fait. Mais voilà, mais sur la collection écomuséale, on n'y est pas. Mais c'est intéressant que vous me posiez la question parce que c'est une question que Marie m'avait posée également. Et comme quoi, on progresse toujours et on a toujours plein de choses à faire. Je me suis dit qu'il était peut-être temps de mettre ça sur la table avec la DRAC. Donc, merci pour la question à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre de manière très claire. J'aurais peut-être un commentaire à ajouter par rapport aux élus. Moi, je me suis rendu compte rapidement à l'intérieur du programme Le patrimoine à domicile, évidemment, comme on était une institution nationale et on se promenait dans l'ensemble des régions, les intervenants régionaux aimaient bien qu'on puisse justement faire des approches par rapport aux élus, parce que souvent, bon, l'activité était financée via le bureau du député. Il y avait en tout cas un assentiment qui devait se faire, mais ils profitaient de notre présence. Souvent, on débarquait, on était 3 conservateurs, comme pour venir, disons, venir dire comment le patrimoine sous toutes ses formes peut être important et parfois, bon, ce soit au niveau des bâtiments religieux. Et on débordait même dans le patrimoine bâti. On nous invitait pour avoir notre opinion et savoir ce que l'institution nationale, finalement, en pensait. Et ça venait appuyer leur démarche, leur donner encore plus de force par rapport à leurs élus régionaux. Alors ça, c'est un rôle qu'on s'est aperçu rapidement, qu'on jouait modestement, parce qu'évidemment, encore une fois, on voulait toujours se faire discret par rapport à notre présence comme institution nationale. Là, on voulait laisser la place aux acteurs régionaux, mais par rapport aux élus, c'était toujours important et souhaité qu'on puisse glisser quelques mots sur l'importance de tel ou tel patrimoine. Alors oui, comme programme, ça a été, nous, un programme qui est important pour le support des acteurs régionaux par rapport à leurs élus locaux. D'accord. Voilà. Moi, au niveau des manutentions, en effet, au fait, quand on voit le reportage, j'ai l'impression que tout est très simple, mais vous travaillez dans un musée, vous savez que rien n'est simple, mais bon, beaucoup de choses au début pour choisir les 40 œuvres, donc faire des constats et bien sûr qu'il n'y a pas un cadre fragile ou des choses comme ça. En effet, les monter, les proposer lors d'une soirée aux habitants qui étaient décidés à prendre des œuvres, et puis ensuite les redescendre en réserve, et quelques jours évidemment avant la première édition, emballer les 10 œuvres choisies. Alors nous, notre chance, c'est qu'on était un musée fermé, donc l'équipe technique qui était composée de 4 personnes faisait au fait un récollement pendant qu'on était fermé et était à disposition pour musée comme chez soi. Mais évidemment, oui, c'est complexe parce qu'il y a des heures supplémentaires tout le samedi, tout le dimanche. On est des employés communaux, donc il faut demander l'autorisation pour faire des heures supplémentaires. Donc voilà, il y a énormément d'organisation derrière, mais l'équipe a toujours été présente et on n'a pas eu de désistement, on n'a eu aucun problème à ce niveau-là. Mais il faut vraiment englober, je dirais, toute l'équipe du musée. Voilà. Ah, c'est génial. Merci. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Alors, je lis dans le chat, même remarque, vos expériences sont inspirantes et donnent envie de passer à l'action sur ce sujet. Donc, c'est une remarque de Jean-Guy Robin. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. Hein. Oui, Jean-Guy, vous levez la main ou vous avez Oui, alors j'avais une question par rapport à moi justement au passage à l'action. Je me disais sur les objets privés, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver parfois avec des gens qui veulent nous prêter des choses, mais en fait ça ne nous intéresse pas? Et ça peut être contre-productif, non? On se dit, Ouais. non, merci. Ou alors comment est-ce qu'on fait le choix et à quel moment pour pas non plus blesser les gens sur un objet qui n'est pas. Je vais me permettre de répondre parce que ça nous est arrivé, bien sûr.
au moment de la première collecte. Les objets, en fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas été dans le détail, bien sûr, mais on avait quand même des critères de sélection des objets. On n'est pas parti non plus complètement à l'aventure. Donc, d'une part, il y avait des critères. Donc ça permet d'avoir quand même un repère qui peut nous sauver, entre guillemets, de désignation un peu bizarroïde. Ensuite, après les critères, il y avait un comité scientifique de la collection écomuséale. Donc, ces objets sont présentés au musée qui en débat, qui en discute, etc. Et puis, je pense que au préalable, bien évidemment, on ne promet jamais rien aux gens. C'est-à-dire que les choses, la participation, les règles du jeu doivent être claires dès le départ. Et les règles du jeu, c'était, vous nous présentez des objets, on va étudier, les regarder, voir ce qu'ils peuvent raconter, s'ils s'intègrent dans un récit collectif, etc. Et on vous dira. Voilà. Donc, au final, si on explique les choses dès le départ, de manière très simple, on peut, a priori, éviter des drames. Voilà. Il peut y avoir des vexations, des frustrations, bien sûr, mais en tout cas, l'institution reste toujours respectueuse, évidemment, des propositions des habitants. Et ensuite, il y a aussi des objets qui ont été proposés. Ils avaient un intérêt dans le sens où ils étaient un peu originaux, très anciens, ils racontaient quelque chose, mais sans qu'on ait l'histoire de l'objet lui-même. Je pense par exemple à un appareil photographique ancien qui était incroyable, vraiment, il était très très beau. Quelqu'un l'avait trouvé dans sa cave, mais à part nous dire j'ai ça, c'est génial, et qu'on dise mais oui, c'est génial, mais d'où il vient, qui l'a utilisé, quelle est son histoire, bah, on l'a laissé de côté. Par contre, ces objets-là, nos rebuts un petit peu, on les avait présentés dans l'exposition. On avait fait une espèce de bibliothèque à objets perdus, à objets pas désignés, et on avait invité les visiteurs et les visiteuses à écrire l'histoire de l'objet. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous inspire, d'après vous, quelle vie a eu cet objet? Donc on l'a un peu détourné de manière sympa, et c'est passé comme ça. Merci. Christian, peut-être, je ne sais pas si vous souhaitez réagir à la question donc, qui était de la question de Jean-Guy, qui était de voilà, savoir s'il y a eu des objets, enfin, là, ou oui, des objets patrimoine, enfin, pour lesquels vous avez dû décliner ou dire non, ou voilà. Non, mais c'est ça. Mais nous, en fait, dans la dynamique dans laquelle on se trouvait, comme c'était de dire aux gens, bon, c'est votre patrimoine, on va vous aider à le protéger. Alors, il n'y avait pas d'objet pour nous qui était hors critère. Tout était bienvenu, sauf le niveau d'information qu'on pouvait transmettre par rapport à l'objet ou que les gens pouvaient nous fournir. Bon, évidemment, ça permettait de graduer, disons, l'intérêt de certains objets. Mais pour l'émission Trouvailles et Trésors, les fameuses 106 émissions qu'on a tournées, ben, il y avait des objets qui étaient sélectionnés. Alors, les gens nous faisaient parvenir une photo, quelques commentaires sur l'objet. On avait un petit comité formé de conservateurs et on choisissait les objets sur lesquels il y avait des récits qui avaient une certaine force parce que, évidemment, par la suite, les gens étaient invités dans le cadre de l'émission à venir nous présenter leur objet, nous raconter le récit de l'objet sur lequel nous, on enchérissait à toutes sortes de niveaux. Alors, c'est sûr qu'il fallait que les objets aient un certain potentiel de récit, de raconter l'histoire d'une région aussi. Alors, on arrivait, à travers la sélection des objets, à raconter la région où que les gens s'identifient au récit qu'on pouvait créer à l'intérieur de chacune des émissions. Donc, mais il n'y a jamais d'objets, il n'y avait pas de mauvais objets parce qu'il y avait des objets orphelins qu'on appelait des objets, bon, à laquelle l'histoire n'avait pas suivi, mais il y avait quand même un intérêt au niveau de l'objet en soi qu'on pouvait parler. Donc, l'objectif, c'était d'assister les gens dans la connaissance ou reconnaissance de leur propre patrimoine. Alors, c'est ce que je pourrais vous en dire. Merci. Et peut-être à l'inverse, Anne, puisque là aussi, hein, donc, pas la question de mauvaises œuvres ou d'œuvres orphelines, mais est-ce que vous vous êtes retrouvés dans la situation où il y a eu finalement des habitants candidats et pour lesquels ça n'a pas été possible?
Oui, on a eu une dame qui était énormément stressée de voir les gens entrer dans sa maison. Donc, c'était vraiment une question d'angoisse un peu personnelle. Donc là, ça n'a pas été possible. Et alors, on a eu un monsieur qui n'a pas tenu parole, au fait, qui n'était pas là le jour où il devait ouvrir son habitation. Donc voilà, ça c'était un peu compliqué. Après, il y a eu une fois ou deux où moi j'allais chez les gens pour un peu repérer leur, euh, leur habitation, et à certains j'ai dit là, faudra changer de pièce, ça va pas être possible. Parce qu'ils voulaient mettre la pièce dans la cave, et là vraiment les conditions n'étaient pas remplies, ou dans un endroit beaucoup trop petit où les gens risquaient de cogner la pièce. Donc voilà, mais sinon, en général, et au fait, ce qui était aussi très surprenant, c'est dans le choix de nos œuvres. Donc chaque fois que les 10 œuvres étaient prises, on ne les remettait plus dans le choix suivant, évidemment. Il n'y a jamais eu 2 fois la même œuvre qui a été montrée, mais parfois on avait des choses. Au début, moi je pensais que les gens allaient avoir des goûts assez classiques, style, je sais pas, tableau impressionniste et au fait, pas du tout. Les gens ont pris des choses extrêmement différentes, même des gens qui n'étaient pas du tout amateurs d'art, donc parce que ça leur rappelait un souvenir, parce que je sais pas, une d'entre elles était une artiste de cirque et elle a vu un dessin avec des balles, voilà. Donc c'était extrêmement enrichissant comme choix, mais donc non, ça n'a pas été trop compliqué. Il n'y a pas eu trop de problèmes. Par contre, au niveau des propositions de donation, et ça c'est pas du tout notre sujet, mais j'ai la même chose. On doit refuser énormément de choses, voilà. D'accord, merci. Il nous reste encore 5 minutes, alors peut-être une dernière question? Ah si, Mathilde? Mais c'était une remarque par rapport à ce que disait Anne-Laure Chambaz, par rapport au comité scientifique. Est-ce que vous envisagez, ou est-ce que c'est déjà le cas, qu'il y ait un représentant ou des représentants de ces habitants qui s'occupent de ces objets, des objets de la collection écomuséale, ou c'est pas envisageable, ou voilà, ça m'a fait penser à ça. Si, c'est totalement envisageable. Il se trouve que bon, on a la chance d'être accompagné par une association d'amis de l'écomusée qui est assez active, voilà, et donc il y a au moins 1 ou 2 membres de l'association des amis de l'écomusée qui sont présents. Merci. Et dont certains ont désigné des objets. D'accord, ok, super, merci. Voilà, écoutez, un grand merci à toutes et tous. S'il n'y a pas encore une dernière question, je vous propose de nous arrêter, parce que je vois qu'il est 15h27, donc nous avons tenu le timing, c'est parfait. Encore un grand merci à nos 3 intervenants. Voilà, je pense qu'effectivement, ce sont 3 très belles expériences qui nous donnent envie, nous aussi, de nous mettre à la conservation à domicile. Je tenais aussi à remercier très chaleureusement François, puisque François Dossin, voilà, notre permanent, notre coordinateur FEMS, puisque c'est aujourd'hui son dernier jeudi. Voilà, donc très bonne, un grand merci François, une très bonne continuation au Basse Culture, et puis très bientôt j'espère. Et j'en profite pour saluer aussi du coup la présence de Pauline Sier, puisque je la vois, voilà, je vois, voilà, donc nous la voyons, avant on ne voyait que son nom, mais maintenant nous la voyons en vrai, et un grand... voilà, merci de ta présence également, Pauline. Très bienvenue à la FEMS. C'est un retour, puisque tu étais déjà parmi nous il y a 2 ans. Voilà, donc Pauline qui va, à partir de lundi, prendra la succession de François, mais qui a déjà rejoint la FEMS depuis quelques jours. Voilà, donc un grand merci pour votre présence cet après-midi. Le prochain jeudi de la FEMS sera consacré à la question de la médiation écrite. Mais François, j'ai oublié la date précise, donc tu vas évidemment nous rappeler.
Oui, donc rendez-vous à nouveau donc à 9 h, l'heure habituelle des Jeudis de la FEMS, donc ce sera 9 h le 11 décembre. Et puis, vous seront bientôt communiqués les jeudis de 2026. Donc voilà, on vous attend aussi nombreux à l'occasion de ces prochains rendez-vous. Bien, merci à Marie, puis merci à vous tous et à bientôt. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.